Donc bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire qui porte sur comment démystifier les idées reçues sur l'alimentation des seniors. Donc aujourd'hui, on accueille Guillaume André, qui est pharmacien nutritionniste, et Justine Chabreau du Gérontopole Pays de la Loire. Et moi-même, je suis Jocelyne Guillon, la directrice du Magogie. Donc rapidement, les tutonomies, comme vous le savez, c'est une web série qui est disponible sur YouTube gratuitement pour soutenir les aidants auprès d'un proche en perte d'autonomie. Et ce projet est réalisé depuis 2019 avec des experts du médico-social et c'est soutenu par Malakoff Humanis pour la partie des tutoriels. Et puis depuis 2021, on fait des webinaires mensuels pour ouvrir un espace d'échange et traiter d'autres sujets sur le bien vieillir. C'est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et c'est toujours avec l'expertise des professionnels et du Gérontopole Pays de la Loire. Bonjour à toutes et tous. Parce que bien manger, c'est bien vieillir. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire qui va nous permettre en effet d'aborder le sujet de l'alimentation des seniors. Qui n'a jamais entendu dire le soir une soupe, un yaourt et au lit, ou bien même quand on vieillit, on a besoin de moins manger. Ce sont autant d'idées reçues qui circulent à propos de ce que les seniors devraient ou ne devraient pas manger, ce qui crée très sincèrement parfois des confusions sur ce qui est bon ou non pour soi. Nous avons le plaisir ce matin, en effet, d'accueillir du coup le docteur Guillaume André, qui est pharmacien nutritionniste et qui va aborder des points clés sur l'importance d'une bonne alimentation, peut-être quelques bonnes recommandations, mais aussi les risques de dénutrition et les moyens de la prévenir. C'était une très courte introduction parce que Guillaume, on vous écoute sans plus tarder. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette introduction, Justine. Et merci à Imagogie de donner l'occasion de prêcher la bonne parole sur l'alimentation des seniors, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'idées reçues. Et donc, on va en voir quelques-unes. En introduction, je vais vous présenter cette diapositive de chiffres sur la démographie, et puis après deux citations, et puis on rentrera dans le vif du sujet. La démographie aujourd'hui, elle est impressionnante, hein, puisque vous voyez que en 1950, c'est pas si vieux quand on regarde la génération de nos seniors, il n'y avait que 200 centenaires. En l'an 2000, il y en avait 8000 et aujourd'hui, hein, on est à 30 000 centenaires. Alors, il y a un vrai désavantage pour les hommes, là, puisque vous voyez qu'il y a 85% de femmes centenaires. Tout ça pour bien illustrer qu'aujourd'hui, ben, vieillir est devenu un fait banal. C'est banal de devenir vieux. Et à 60 ans, on a un corps, une grande espérance de vie, puisqu'un homme, c'est 21 ans d'espérance de vie à 60 ans, pour une femme, c'est 27 ans. Donc, vous voyez, là, les chiffres qu'on connaît, c'est souvent l'espérance de vie à la naissance, mais ce qui est intéressant, c'est l'espérance de vie déjà quand on arrive à l'âge de 60 ans. Alors, je vous propose deux citations, une du père de la médecine qu'on appelle donc le Hippocrate, un 5e siècle avant Jésus-Christ, qui nous dit: chacune des substances apportées par l'alimentation de l'homme agit sur son organisme et le modifie d'une façon ou d'une autre, et c'est sa vie entière qui repose sur ces changements. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, on avait déjà l'intuition que l'alimentation était un déterminant majeur de la santé. Et non seulement de la santé, mais si on lit bien, toute sa vie entière, et du bien vieillir, comme on dirait avec les langages d'aujourd'hui. Et on sait aussi maintenant que l'avancée en âge est un facteur de risque de mal manger. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire. Deuxième citation de Brillat-Savarin. Alors, Brillat-Savarin, il a donné son nom à un fromage que vous connaissez peut-être. Et Brillat-Savarin, c'était un lettré et un gastronome qui a écrit beaucoup sur la gastronomie. Et il a une phrase sur le plaisir de la table qui est intéressante. Vous la voyez là. Le plaisir de la table est de tous les âges. Il peut s'associer à tous les plaisirs et reste le dernier pour nous consoler de leur perte. Et donc, il nous dit par là que finalement, quand on devient senior, qu'on avance en âge, ben, un des plaisirs qui peut rester et qui doit rester, ben, c'est le plaisir de la table. Et malheureusement, vous savez que pour certaines personnes âgées, eh bien, c'est pas forcément un plaisir parce qu'ils ont des douleurs dentaires, parce qu'ils sont tout seuls pour manger, parce qu'on leur donne pas à manger ce qu'ils veulent ou parce qu'ils avalent de travers. Beaucoup de choses qui montrent que si on veut que ça reste un des derniers plaisirs de la vie, eh bien, il va falloir s'en préoccuper. C'est aussi une façon de rappeler que l'alimentation
ce n'est pas juste, on mange pas juste pour vivre, on mange aussi pour un lien social. L'alimentation, c'est un fait total, un fait social global. Je vous parlais d'isolement, et sachez qu'aujourd'hui, il y a 40% des seniors qui vivent seuls. Alors, bien vieillir, qu'est-ce que ça veut dire? Bien vieillir, c'est un parcours du combattant. Finalement, quand on arrive à l'âge de 95 ans, c'est qu'on a survécu à beaucoup, beaucoup d'épreuves. Et quand on interroge les centenaires, vous allez voir que ce pas des gens qui ont eu une vie douce en général, c'est des gens très résilients. Et donc finalement, les personnes qui vivent longtemps, c'est des gens qui ont survécu à beaucoup de difficultés, difficultés de la vie. Et là, je vous ai mis difficultés de santé. Et l'alimentation va participer grandement à mieux faire ce parcours alors des JO du senior, je sais pas comment l'appeler, enfin voilà. Vous voyez, ce parcours sportif qui est plutôt un parcours contre les aléas de la santé. Donc le sujet de ce webinaire, et on l'a travaillé ensemble avec Justine et Humagogie, c'est pour pas faire juste un séminaire sur la dénutrition ou la prise en charge, etc. On est parti des idées reçues et comment, donc je vais vous donner quelques idées reçues, comment on peut les démystifier. Et vous qui êtes aidant, souvent, eh bien, vous êtes là justement pour remettre la science au bon endroit et rappeler, ben non, ça on pense. Intuitivement, on dirait ça, mais finalement, non, la réalité, c'est pas ça. Première idée reçue, j'ai mis trois phrases, mais qui ressemblent, qui se ressemblent finalement, qui se rejoignent. Quand on vieillit, on a besoin de moins manger. Mais ça, c'est tellement fréquent, je pense que vous l'avez tous entendu. C'est la même type de phrase. Le soir, une soupe, un yaourt et au lit. Voilà. Alors, ça peut se décliner de plein de façons, mais vous avez certainement plein de seniors en tête là qui vous ont dit ça. Avec l'âge, on peut diminuer la viande. Vous voyez toute cette idée-là que finalement, comme je suis vieux, que je travaille plus, eh bien, il faudrait que je mange moins. Et il y en a qui mettent ça en œuvre immédiatement avec justement un yaourt et une soupe. Vous voyez, quand je vous mets le petit doigt et la main qui indique le cadre bleu, c'est que c'est la science qui nous apporte ça. Hein, vous voyez? Donc, qu'est-ce que nous dit la science? Elle nous dit les besoins alimentaires ne baissent pas avec l'âge. Et non seulement ils baissent pas, mais en plus, concernant les protéines, ils sont supérieurs à un adulte. Alors, on va prendre le temps de parler un tout petit peu de cette histoire-là. Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, j'ai moins d'activité physique, j'ai donc moins de besoins. Pourquoi c'est pas vrai? C'est pas vrai parce qu'on a un rendement qui est moins bon. Tu prenez un moteur de voiture ou une vieille voiture, vous savez que son rendement est moins bon quand elle a 300 000 km que quand elle en avait 50 000. Alors, c'est quoi le moteur dans notre sujet qui nous intéresse? Ben, c'est la digestion. La digestion, elle est plus lente. L'assimilation est un petit peu moins efficace. Quand je veux créer du muscle, vous savez que notre muscle se régénère en permanence, eh bien, il va me falloir plus d'acides aminés pour faire mon muscle qu'une personne plus jeune. Et quand je vais faire une activité, ça va me demander plus d'énergie que quand j'étais plus jeune. Tout ça mis bout à bout, oui, fait que finalement, même avec un peu moins d'activité physique, on a quand même des besoins alimentaires qui ne baissent pas. Alors, concernant les apports en protéines, on en reparlera, vous allez voir, les protéines, c'est le sujet vraiment le plus important. Les protéines, leurs besoins sont supérieurs, mais vraiment supérieurs, de 20% jusqu'à 50% si on est malade, aux besoins de l'adulte. Retenez en gros 1 gramme de protéines par kilo et par jour. Vous pesez 60 kilos, c'est 60 grammes de protéines par jour quand on est adulte. Alors que chez l'adulte, c'est 0,8 grammes, vous voyez, donc c'est 20% de moins. Pourquoi on en a besoin? Parce que c'est pour compenser la baisse musculaire, c'est pour compenser la baisse de défense immunitaire. Donc retenez ça, il faut qu'on arrive à augmenter la source de protéines chez les personnes âgées, et c'est pour ça que je vous ai mis ces petits dessins, pour vous rappeler quelles sont les sources de protéines. Et elles sont très nombreuses. On connaît la viande, on connaît le poisson, on connaît l'œuf. En général, viande, poisson, œuf, tout le monde sait que c'est riche en protéines. Mais vous avez aussi tout ce qui va être lentilles, pois, c'est riche en protéines, toutes les légumineuses. Vous avez le laitage qui sont riches en protéines. Voilà, avec ça déjà, et donc ça va nous donner des idées de comment je peux orienter mes repas pour augmenter mes besoins, mes apports en protéines. Donc, première idée reçue, et c'est la plus importante, c'est quand on vieillit, eh bien non, c'est faux. On n'a pas besoin de moins manger. Au contraire, on a besoin de manger autant et on a besoin de manger plus de protéines. Bon, je vous ai mis les rappels des repères alimentaires. C'est les mêmes que pour la population générale, sauf en protéines et qui se traduit en particulier par les apports laitiers qui sont supérieurs.
Donc finalement, voilà, on ne modifie pas son alimentation en dehors des... Deuxième idée reçue, vous l'avez en haut, de mon temps, les plats avaient plus de goût. Ça peut se traduire par des phrases un peu assassines de la belle-mère à sa belle-fille qui dit, oh bah, ou qui dit à son fils, bon, hein, ta femme, tout ce qu'elle cuisine, c'est fade, hein. Voilà, hein, petite pique, voyez le genre. Ou quand on est, vous êtes aidant, vous avez préparé la cuisine, et puis ça vous revient aux oreilles, aimablement ou moins aimablement, ça n'a pas de goût. Alors, c'est pas parce que la belle-mère ou la personne que vous aidez est désagréable, c'est tout simplement parce que malheureusement, elle a une diminution de son goût, de son sens du goût. Donc, c'est ce que je vous mets dans le cadre bleu. En vieillissant, on a moins de papilles gustatives. Si on a moins de papilles gustatives, on sent moins bien le goût. Et puis, deuxième problème, au niveau du sel, et vous savez que le sel est le meilleur exhausteur de goût, enfin voilà, un exhausteur de goût très, très connu, eh bien, pour qu'on sente le sel quand on est senior, il faut en mettre plus, hein. Ça, c'est ce que j'ai mis. Le seuil de détection de la saveur salée augmente, c'est-à-dire que il faut mettre plus de sel pour qu'on sente le goût salé. Faites-la, si vous voulez, voilà, amusez-vous à faire des tests avec des seniors à qui vous expliquez un peu ça. C'est, voilà, vous faites un peu d'eau salée, plus ou moins salée, à quel degré il va découvrir l'eau salée, ou combien de sel il faut mettre dans une vinaigrette pour que la personne ressente le sel dans la vinaigrette. Donc voilà, donc je vous ai mis une image. Il faut saler et plus les repas des personnes âgées pour qu'elles retrouvent le goût du plat et donc le goût qui va participer à un meilleur appétit. Je vous mets à droite. euh, alors normalement il y avait une grosse croix là, elle a disparu, je ne sais pas pourquoi. Donc stop au régime sans sel. Donc on arrête les régimes sans sel euh, à partir de 70-75 ans, même chez les gens qui ont des troubles cardiaques. Euh, voilà, même chez les gens qui ont de l'hypertension. On se parlera de ces histoires de régime tout à l'heure. Je bois peu car je n'ai pas soif. Et ça, c'est vraiment fréquent. Vous allez voir, les personnes âgées, vous le savez, vous l'avez peut-être déjà remarqué, spontanément ne vont pas boire parce que leur seuil de soif est augmenté aussi. Donc, ils ont une diminution de la sensation de soif. Et donc, il faut qu'on leur apprenne à boire sans soif. Et pour ça, il y a plein de petits trucs, hein. Je vous ai mis, voilà, les fruits et légumes apportent beaucoup d'eau, les bouillons, les soupes, les jus de fruits, les eaux minérales, les tisanes, les glaces, etc., les yaourts. Donc, il va falloir que dans leur alimentation, on pense à mettre des aliments qui sont riches en eau. Parce que l'eau est indispensable à la vie. Et quand on n'a pas assez d'eau, eh bien, on augmente le risque de confusion mentale. Vous voyez, des gens qui savent plus trop quel jour on est, des gens qui vont oublier le prénom, votre prénom quand vous arrivez les voir. Et donc, il faut quand même boire 1,5 litre par jour. Donc, vous voyez, c'est important. Beaucoup de personnes âgées ont aussi des diurétiques, donc des médicaments qui font faire pipi. Donc, ces gens-là, ben, voilà, ils sont plus à risque de déshydratation. Dans les maisons des personnes âgées, là, on voit bien, ils commencent à faire plus frais. Ils vont commencer à allumer le chauffage un peu avant nous. Ils vont mettre à peut-être 1 degré au-dessus de nous. Donc, ils vont plus voilà, risquer de déshydrater par des environnements chauds. Et puis en plus, ils supportent moins les canicules parce que leur système de transpiration est de moins bonne qualité. Et puis leur rein est fatigué et donc il va moins bien gérer les équilibres hydriques. Et puis enfin, là vous l'avez peut-être déjà remarqué, beaucoup de personnes âgées à partir de 16 heures ne veulent plus boire parce qu'elles ont peur de faire pipi la nuit. Et elles ont peur de tomber quand elles se lèvent. Enfin, vous voyez tout ça et tout ça. Donc elles vont se restreindre de façon à éviter les fuites urinaires, par exemple. Donc on le sait bien, hein, dans la canicule qui a fait en 2003, qui avait tué énormément de personnes, c'était principalement des personnes âgées, principalement sous diurétique. Aujourd'hui, on fait très attention à la sensation, à l'hydratation des personnes âgées, mais c'est pas parce qu'elles n'ont pas soif qu'il ne faut pas leur donner à boire. Autre élément, alors c'est un peu moins vrai à domicile, mais quoique, quand une personne passe son temps parce qu'elle a des difficultés à se mobiliser au fauteuil, il faut penser à lui mettre à portée de bras sans qu'elle ait besoin de se lever un verre d'eau pour qu'elle puisse boire sans aller à la cuisine. Autre phrase qu'on peut entendre, autre idée reçue, j'ai maigri, c'était normal, je suis vieux.
Eh bien, non, c'est pas normal de maigrir quand on est vieux. Voire même, normalement, en vieillissant, on grossit. Alors légèrement, mais on prend du poids. Alors pour les femmes, c'est assez flagrant avec la ménopause. À partir de la ménopause, les femmes prennent du poids de façon physiologique et normale. Mais chez l'homme aussi, à partir de la soixantaine, même des fois 50 ans, on commence à prendre du poids de façon physiologique. Il n'est pas normal de maigrir quand on vieillit. L'amaigrissement augmente le risque de dénutrition, et on va parler de la dénutrition. Et quand on vieillit, par contre, c'est vrai, il y a une baisse de l'appétit. Donc c'est vrai que l'âge s'accompagne vraiment d'une baisse de l'appétit, si bien que 70%, donc c'est vraiment important, 70%, un deux tiers, plus de deux tiers, des personnes âgées ne mangent pas assez. Et cette baisse de nutrition, elle va faire qu'on va moins résister aux événements de la vie. C'est pour ça que je vous ai rappelé ce petit sujet. C'est aussi pour ça que les aidants professionnels ou familiaux doivent être un peu vigilants à l'appétit de la personne âgée qu'ils connaissent, et en particulier dans certaines situations. Alors, voilà, on va faire un tout petit mot sur la dénutrition, parce que la dénutrition, c'est donc, ça résulte du déséquilibre entre les apports et les besoins, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas assez d'apports nutritionnels, alimentaires, par rapport aux besoins réels de la personne, contrairement à ce qu'elle pense. Et la dénutrition, elle se traduit par quelque chose qui est un cercle vicieux. Vous voyez que ça, moins je mange, moins j'ai d'appétit. C'est le premier élément, conséquence de la nutrition. Alors ça date du fait que quand on était dans les hommes préhistoriques, on n'avait pas toujours à manger, et que notre organisme, entre deux chasses, eh bien, il faisait en sorte qu'on ne soit pas trop gêné par la sensation de faim. Et donc finalement, quand on ne mange pas beaucoup, ben, on a encore moins faim. Donc vous voyez, la dénutrition, ça commence par la baisse de l'appétit qui va aggraver la dénutrition, vous avez bien compris. Si on ne mange pas assez, eh bien, on a moins de muscles. Si on n'a pas assez de muscles, eh bien, on va tomber. Et la dénutrition avec les médicaments du système nerveux sont les deux principales causes de la chute de la personne âgée. Si on chute, on a des fractures. Autre cause de la dénutrition, les infections à cause d'une baisse des défenses immunitaires. Vous voyez, je continue ma petite spirale infernale, puisque je vous rappelle, nos anticorps, ce sont des protéines. Donc, si on n'a pas assez d'acides aminés et de protéines, eh bien, on n'aura pas assez d'anticorps qui vont lutter contre le rhume qui arrive et la grippe, qui malheureusement peut être très grave chez la personne âgée à cause de ça. Ça va donc augmenter les complications de toutes les maladies, puisqu'on n'aura plus de système immunitaire. Ça augmente le risque d'escar, et puis ça augmente le risque d'hospitalisation. Et pour le faire vite, la dénutrition multiplie par 4 le risque de mourir. On ne peut pas faire beaucoup plus parlant. Donc, ça veut dire qu'il faut être très vigilant sur les situations à risque de dénutrition. Et je vous les mets ici sous forme d'images pour que vous les reteniez bien. Une personne qui est dépendante, c'est une personne à risque de dénutrition, elle ne pourra plus faire sa cuisine, etc. Vous voyez? Une personne qui a des troubles type Alzheimer, elle va avoir des problèmes de dénutrition. Une personne qui a perdu des dents, qui remet plus son dentier, qui a mal à la gencive, c'est pareil, un facteur de risque. Des gens qui avalent de travers parce que, ben voilà, trouble de la déglutition, situation à risque. Survenue d'un stress, survenue d'un stress, c'est tout bête, hein, c'est j'ai un problème de plomberie chez moi, voilà, ça me stresse, et la personne âgée, elle va, elle va être focalisée sur il faut que je trouve un plombier, il va falloir que je, etc., etc. Et donc, ça va lui faire perdre son appétit. Les régimes restrictifs, on en a déjà un peu parlé avec le régime sans sel. Les troubles de la digestion, voilà, beaucoup de personnes âgées sont constipées parce qu'elles ne mangent pas assez de fibres et qu'elles ne boivent pas assez, et donc elles ne se sentent pas bien et inconfortables au niveau digestif. Et quand on n'est pas très bien, bien finalement, on a moins d'appétit. Les gens qui ont moins de mobilité, ça rejoint la perte d'autonomie et la dépendance. Les difficultés financières, bien vous savez que les personnes âgées sont, avec les étudiants, les deux catégories de la population française qui ont des difficultés financières et qui vont donc restreindre le nombre de repas et la qualité des repas. Et tout ce qui va être isolement, voilà, l'isolement qui peut être dû à l'éloignement des enfants, qui peut être dû au décès de son conjoint ou de sa voisine. Vous voyez, elles sont très nombreuses, et je pense que peu de personnes âgées passent à travers toutes ces situations au cours de leur vie. Donc finalement, je vous ai dit, attention à la dénutrition. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Eh il va falloir qu'on compense la baisse d'appétit. Je vous donne quelques idées, hein. Là, l'idée, c'est pas que je vous donne un cours, mais vraiment que je vous alerte sur quelques idées reçues.
Mais évidemment, je ne peux pas vous parler de la baisse d'appétit sans vous donner quelques tuyaux. Alors, les tuyaux, les voilà. Je vous ai mis trois catégories. On recommande vraiment chez la personne âgée d'ajouter une collation. La plus simple, c'est la collation du goûter. Et ça, c'est facile à mettre en place. C'est à une heure assez simple pour qu'il y ait quelqu'un qui soit là, que ce soit de la famille ou des aidants ou les petits-enfants. Et donc finalement, allons-y sur le goûter. Tout ce que la personne âgée peut aimer au goûter, un thé au lait, des madeleines, des galettes Saint-Michel, de la brioche vendéenne, tant qu'à faire. Voilà. Et voilà. Donc ajouter une collation. Le goûter est vraiment primordial. En gros, le goûter, c'est jusqu'à la fin de l'adolescence. Et puis, on le reprend à partir de 65, 70 ans, 75 ans. Le souper, alors qu'est-ce que j'entends par souper? C'est une petite collation du soir. Ça peut être par exemple pour réduire la durée du jeûne nocturne, c'est la durée entre le dîner et le petit déjeuner qui ne doit jamais dépasser 12 heures. Il est tout à fait imaginable, parce que les personnes âgées, elles ne s'endorment pas forcément très tôt, elles vous le disent souvent, hein, de mettre à l'heure de la publicité du film, par exemple, une petite collation, salée ou sucrée, ça nous est un peu égal. Assez simple à prendre, et c'est une façon d'enrichir. Puisque je vous ai dit que les personnes âgées, elles avaient une digestion plus lente, c'est-à-dire qu'elles vont manger aussi plus lentement, donc ça peut être bien de répartir dans la journée. Deuxième élément, enrichir les plats. Donc, quelques idées, hein, voilà. Bien, au lieu de mettre un œuf dans la recette, vous mettez deux œufs dans la recette. Au lieu de mettre, enfin, vous pouvez mettre aussi des œufs un peu partout, dans une soupe, dans un potage, par exemple. Mais dans un flan, vous multipliez, vous ajoutez un œuf. Dans une recette, vous allez mettre un œuf dur, alors que dans une salade, alors que ce n'était pas prévu dans la salade. Enfin, il y a vraiment l'œuf, la protéine idéale. Vous pouvez ajouter du gras avec le fromage râpé, avec la vache qui rit. Vous pouvez ajouter du lait en poudre. Alors là, vous voyez, on utilise par exemple le régilet, qui est de la poudre écrémée, mais qui est très riche en protéines. Et l'avantage du régilet, c'est que ça se met un peu dans toutes les sauces, ça se met un peu dans tous les plats. Et ça modifie pas trop le goût. Et là, ça augmente nettement la concentration en protéines sans s'en rendre compte. C'est facile à utiliser. Au lieu d'acheter de la crème fraîche à 20%, on achète de la crème fraîche entière et puis on en met à toutes les sauces. On rajoute des jambes, des jambons, de lentilles, enfin, vous voyez, du vermicelle. Tout est imaginable. Le principal, c'est que finalement, dans la bouchée, il y ait plus de protéines et plus d'énergie. Et puis, dernier petit tuyau, choisir des plats plus riches. Vous voyez, les sardines à l'huile, ce sont des plats. Une sardine à l'huile, c'est plus riche que juste la sardine grillée. Les flans et les clafoutis, c'est plus riche que juste une tarte. Les quiches, donc je vous ai mis trois exemples de plats riches qui sont des très très bonnes idées pour enrichir tranquillement l'alimentation de la personne. Dans les cas où le médecin peut aussi prescrire des compléments nutritionnels oraux, alors j'ai pris le choix de ne pas en parler dans le webinaire, mais si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas. Et puis, à côté de compléter, on peut stimuler l'appétit. Et on peut stimuler l'appétit par la convivialité. Vous savez pertinemment qu'une femme qui est toute seule, une mamie qui est toute seule, elle mange moins que quand elle reçoit ses petits-enfants ou sa voisine. Donc, trouver des moments pour faciliter les moments de convivialité. Et puis l'activité physique, alors l'activité physique, ça donne de l'appétit. Non seulement que ça a un effet bénéfique pour la santé, que je ne vais pas travailler ici, hein, mais l'activité physique, ça donne de l'appétit. Quand on a fait le tour de son pâté de maison, de son jardin, qu'on est allé à pied en ville quelque part, ou qu'on est allé visiter quelque chose, eh bien, on revient, ça a mis en appétit une personne qui serait restée toute la journée chez elle, qui n'aurait pas eu d'appétit. Souvenez-vous aussi hein, que l'activité physique, ça prévient les chutes, etc. Ça permet de vivre plus longtemps, de meilleure santé. Moi, je me focalise sur l'appétit. Voilà pour cette idée reçue qui était très importante. On passe à une autre idée reçue. Je suis en surpoids, il faut que je perde du poids. Et ça, c'est une personne âgée qui le dit. Hein, là, je me mets je suis une personne âgée qui a 75 ans, voilà, je suis en surpoids. Là, j'ai du temps pour m'occuper de moi. Et je vais perdre du poids. Alors, je vous le redis là, en bleu, hein, la prise de poids avec l'âge est normale, donc pas de problème. Et l'obésité ne protège pas de la dénutrition protéique. Le surpoids et l'obésité ne protègent pas de la dénutrition. C'est-à-dire que vous pouvez être en surpoids à l'âge senior, voire même obèse, mais malgré tout avoir une dénutrition au niveau de vos muscles. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez avoir beaucoup de gras et pas beaucoup de muscles. Et ce qui nous intéresse pour vivre en bonne santé, c'est le muscle. Donc non, on ne fait pas de régime pour perdre du poids à l'âge senior. Je vous le rappelle, c'est vrai pour les jeunes comme pour les moins jeunes.
Les régimes restrictifs, hypocaloriques, qu'on lit dans les magazines, font perdre plus de muscles que de graisse. Donc, quand on est jeune, bon, c'est pas très très grave, on va reprendre du muscle, on reprendra de la graisse aussi. Mais quand on est senior, pardon, on ne reprendra pas le muscle qu'on a perdu ou très peu. Et donc, on va avoir plus de peine à monter l'escalier. On va avoir plus de risques de chute. Et dernier mot sur peut-être le surpoids et l'obésité, ça peut aussi masquer une dénutrition protéique. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand on pèse la personne, bon, bah, elle n'est pas dénutrie. Et donc, en fait, si on regardait avec un IRM ou si on faisait une prise de sang, on verrait que sa part d'acide aminé et de protéines serait vraiment déçue. Donc, méfiance chez la personne âgée en surpoids. Autre idée reçue, vous voyez qu'il y en a pas mal. J'ai de la tension, alors je mange sans sel. J'ai du cholestérol, alors je fais attention à ce que je mange. Ça, typiquement, c'est la personne à qui on a dit à 45 ans, eh bien, faites attention, vous avez une légère tension, surtension, hypertension, pardon. Vous avez une analyse légèrement avec du cholestérol. Alors ça, c'est intéressant à 40 ans parce que on sait qu'à 40 ans, l'effet d'un régime hypocholestérolémiant et avec un peu moins de sel va nous permettre de vivre plus longtemps, de passer, d'éviter les infarctus, etc. Par contre, quand on a déjà 75 ans, le bénéfice d'un régime, il est à très long terme. Et donc finalement, le bénéfice à long terme est très inférieur au risque à court terme de dénutrition, de chute, etc., de perte d'appétit. Donc aujourd'hui, les recommandations, elles sont claires, elles sont mondialement reconnues et on les rabâche, nous, les nutritionnistes, à nos collègues. Non, on ne fait pas de régime chez les seniors, même s'ils ont du cholestérol, même s'ils ont de l'hypertension. C'est valable pour tous les régimes. Je le redis, c'est vraiment important, c'est délétère un régime à l'âge senior. Alors, ça nous pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un bon poids? Alors, c'est vraiment une question, il faut que vous soyez très au clair avec ça. Qu'est-ce que c'est qu'un bon poids? Alors, le bon poids, derrière le bon poids, c'est la corpulence qui nous intéresse. Et la corpulence, ça se calcule avec l'indice de masse corporelle, IMC. C'est le poids sur la taille au carré. Vous trouvez plein de sites pour la calculer ou pour une calculatrice. Alors, chez nous, à l'âge adulte, hein, voilà, de 20 à 65 ans, le bon poids, c'est quoi? C'est entre 18,5 et 25 d'indice de masse corporelle. Après 25, vous êtes en surpoids. Après 30, vous êtes obèse. Bien. Si vous êtes dans les zones orange et rouge, vous allez avoir des problèmes de santé. Et il est important d'être dans ces clous de 18,5 à 25. Vous voyez que chez la personne âgée, je vous l'ai mis en parallèle pour que ça soit bien clair pour vous, il y a un gros décalage à droite de la zone verte et en plus la zone verte est plus large. Donc, il y a moins de zone rouge, la zone rouge, elle est que à gauche. Donc finalement, la zone rouge de danger, elle est surtout pour la dénutrition. Et vous voyez qu'on est dénutri avec un indice de 22. Et 22, bah, à l'âge adulte, 22, c'est quelqu'un qui se porte bien. Il n'est pas en surpoids, mais c'est déjà quelqu'un qui se porte bien. C'est pas quelqu'un de maigre. Et vous voyez, 22, c'est beaucoup plus que 18,5 quand on est adulte. Et à 20, c'est la dénutrition sévère chez la personne âgée. Et par contre, vous voyez que la zone de normalité, ça va de 22 jusqu'à 30, c'est-à-dire que vous seriez considéré en surpoids à l'âge adulte, alors que la personne âgée est dans un poids normal. Si déjà vous avez retenu ça du webinaire, eh bien, on aura fait un grand pas pour la santé des seniors. Donc, le bon poids, vous voyez que c'est pas le même que quand on est adulte. Alors, quand on parle du poids, je vous ai mis une petite dame qui se pèse là. La recommandation en France, c'est de peser une fois par mois les personnes âgées et une fois par semaine quand elles sont malades. Si vous faites une fois tous les trimestres, c'est déjà excellent, mais il faut noter ce poids quelque part. Mais là où je vous encourage vraiment à le faire, et c'est une consigne que je vous donne avec beaucoup d'intérêt pour la santé des personnes que vous aidez, c'est une fois par semaine si les gens sont malades. Dès que vous allez chez un aidant et qu'il est malade, ayez le réflexe de peser au début et puis après une fois par semaine, un minimum, et de noter le poids et de le communiquer au médecin si le poids baisse. Allez, on arrive à la fin. Donc, dernière idée reçue. J'ai perdu une dent. Oh, c'est pas très grave. Et de toute façon, mon dentiste est parti à la retraite.
c'est une vraie réalité, c'est des phrases que vous avez entendues, qu'on entend. Alors, je vous rappelle que la mastication est la première étape de la digestion. Si vous voulez avoir une bonne digestion, il faut avoir pris le temps de mastiquer. Pour mastiquer, trois éléments. Les dents, la salive et la musculature de la mandibule. Ces trois éléments sont atteints par le vieillissement. Le vieillissement des muscles, les déchaussements des dents, la rétractation de la gencive. Et la salive, il y a beaucoup de médicaments qui agissent sur la sécrétion salivaire. Donc, les personnes âgées vont moins bien manger des aliments très secs, par exemple. Ça va être désagréable pour eux. Alors, quel est le problème d'avoir un mauvais état dentaire? C'est que finalement, vous allez choisir, vous allez enlever certains aliments. Typiquement, vous n'allez plus croquer à pleines dents une carotte, vous voyez, hein. Je prends cet exemple-là qui est très flagrant. Donc, vous allez éliminer les aliments durs. Vous n'allez plus manger le steak parce que vous allez mettre 3 heures à le manger. Bon. Donc, il va falloir trouver des palliatifs, c'est-à-dire que ben, la carotte râpée peut-être plus fine, le steak haché plutôt que le steak non haché, etc. Et puis surtout, il va falloir s'occuper des dents. Malheureusement, vous savez que eh bien, c'est pas facile de trouver des dentistes, c'est pas facile de trouver des dentistes, d'emmener certains seniors chez le dentiste. Et puis, c'est pas forcément évident non plus qu'ils gardent leur dentier, parce qu'avec l'âge, ben, leur gencive bouge, donc il faut souvent aller adapter le dentier. Mais là, je vous parle d'alimentation, mais sachez aussi hein, que une bonne dentition, eh bien, c'est aussi une meilleure image de soi, à la fois pour parler, on a besoin de nos dents pour parler, et puis pour sourire, etc. Donc, quelqu'un qui a 3 trous dans les dents du devant, eh bien, il va vouloir moins sortir parce qu'il aura un peu honte, il aura peur de montrer ses trous dans les dents. Alors qu'il y a tellement de solutions proposées par les dentistes. Donc voilà, donc euh, les études, elles sont un peu affreuses, hein, il y a à peu près 0 à 4% des seniors qui ont une dentition saine. Vous voyez, c'est énorme le travail qu'il y a à faire sur l'état dentaire. Et donc, je conclus sur ce qu'a dit Justine du Gérontopole tout à l'heure en rentrant, hein, bien vieillir, c'est bien manger. Et j'espère vous avoir un peu donné l'envie de faire attention à ceci et de vous faire plaisir. C'était très clair et très concret. En tout cas, merci, merci beaucoup. Je pense que toutes les citations, enfin voilà, ça parle à tout à chacun. On a déjà toutes et tous entendu Oui. ce genre de remarques. Donc, je remercie la CARSAT Pays de la Loire pour son soutien. Et puis, je vous remercie aussi pour votre participation. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir, merci.